Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Doriac, activiste pour le climat, rédactrice en chef adjointe aux impacts de la revue papier You Made, dédiée aux vêtements comme un fait social total, et autrice d'ouvrages sur les textiles. Elle est aussi présidente et coordinatrice nationale pour la France de l'ONG Fashion Revolution, qui milite pour un changement positif mais radical dans l'industrie de la mode. Bonjour Catherine Doriac. Bonjour Anne. Je suis ravie de vous accueillir sur So Sweet Planet pour parler de votre livre, dont on va citer le titre tout de suite, Fashion Fake or Not, paru il y a quelques mois aux éditions Tana, dans la collection donc Fake or Not, que je vais présenter tout de suite, avant d'entrer plus en détail ensuite dans votre sujet. Je vais les présenter avec leurs propres mots pour que l'on comprenne de quoi nous allons parler. Donc Fake or Not, c'est quoi cette collection? Eh bien, Fake or Not scrute nos modes de consommation, donne une boîte à outils qui aiguise l'esprit critique et décrypte les enjeux environnementaux qui font débat. Énergie, alimentation, décroissance, climat, déchets. Fake or Not, comment? Fake or Not donne la parole aux experts, aux chercheurs, aux scientifiques qui analysent et décodent chaque sujet en s'appuyant sur des données et des chiffres vérifiés. Et enfin, pourquoi? Pour partager ce qu'on sait de l'état réel du monde, déconstruire les idées reçues et lutter contre les fake news. Une collection donc pour penser l'avenir de nos démocraties, agir à son échelle et s'engager pour un futur désirable. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelques mots déjà de cette collection publiée par les éditions Tana dans laquelle s'inscrit votre livre? Oui, quand les éditions Tana et notamment Isabelle Brockman, qui est la directrice de la collection, m'a contactée, pour me proposer cet ouvrage, je me suis dit: «Ah mais parfait, parfait, on va pouvoir, balayer les idées reçues sur l'industrie textile, on va pouvoir donner les bons chiffres». Alors là, on a retravaillé, parce qu'en fait, les chiffres dans l'industrie textile, moi je parle de mon livre, mais c'est pareil pour les autres sujets. Les chiffres sont très fluctuants. On a des études de droite, de gauche qui sortent, qui arrivent, sur le marché, alors plus ou moins, tirées, par les lobbies et cetera, notamment sur l'alimentation, on le sait, mais sur le textile, c'est pareil. Donc, alors moi, je me suis chargée évidemment de relire toutes les études dont j'avais la connaissance depuis 2017, notamment avec Hélène MacArthur et toutes ces études un peu plus anciennes, mais en allant jusqu'aux études parues. On a écrit le livre, fin 2021, oui voilà, fin 2021. Donc il y a de nouvelles études qui étaient parues, notamment on s'est servi de l'ADEME, on s'est servi, de Refashion, qui est notre, organisme de tri sélectif des tissus, linge de maison et chaussures. On s'est servi d'un rapport McKinsey sur la mode, sur l'état de la mode en 2021. Enfin, on a été vraiment chercher les dernières études. Ce qu'il faut souligner, alors Isabelle Brockman fait un travail extraordinaire avec une équipe extraordinaire, notamment, la conception graphique, de Nathalie Redard, les illustrations de Sarah Fouquet. Les illustrations de cette collection, elles sont extraordinaires. Sarah Fouquet, elle a une fibre artistique, elle comprend tout de suite, elle comprend tout. On s'est pas parlé. Elle a fait un portrait de moi, c'est exactement moi, enfin vraiment. Elle a compris tous les impacts de l'industrie textile sans qu'on se parle jamais. Donc elle avait lu les textes, j'imagine. Voilà, la maquette de Lola Lully, sont des livres, qui sont accessibles à tout le monde, qui sont pensés pour la jeune génération, bien sûr, hein. Cette fameuse jeune génération, habituée à TikTok, Instagram, qui zappe beaucoup, qui lit moins peut-être que nous autres. Donc voilà, ce sont des petits textes courts, mais qui balayent vraiment l'étendue de tous les sujets enfin des livres de cette collection. Voilà.
Donc merci beaucoup aux éditions Tana de m'avoir permis de parler de tous ces impacts avec quelques solutions à la fin et longue vie, à la collection Fake or Not, qui ne va cesser de s'enrichir, je pense, dans les années qui viennent. Oui, c'est vrai que moi j'ai trouvé le livre, vraiment, intéressant et pas ennuyeux à lire parce que c'est toujours un peu l'écueil avec ce type de sujet d'être dans des choses qui peuvent être vite, rébarbatives et dans les mises en images, c'est pas toujours très concluant non plus, dans les livres qui veulent rendre accessible et moi, il m'est arrivé d'en avoir entre les mains et de me dire, «Bah, en fait, je crois qu'il y aurait pas d'image, j'arriverais mieux à comprendre qu'avec des camemberts, des tableaux et tout ça» et quelquefois, c'est ça pour moi, ça rend le propos plus confus que juste, de le lire tellement là, on veut faire quelque chose de ludique et finalement, quelquefois, c'est plus, ça complexifie, en fait, la pensée ou l'idée, de base. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment, en tout cas pour mon esprit, j'ai trouvé ça très très efficace, très concluant. Oui, parce que les illustrations sont très bien dosées. Voilà et puis c'est clair. Alors pour rentrer, dans les faits et dans votre, vie un tout petit peu, parce qu'en fait j'ai lu que vous aviez une grand-mère tailleur pour dames et j'ai trouvé ça assez amusant de voir que la mode, le vêtement avait l'air d'être présent dans votre vie depuis, donc assez longtemps. Et je me demandais quel est votre est-ce que vous pouvez nous dire, parce que moi je l'ai lu, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre parcours par rapport à la mode, par rapport à l'industrie textile et en quoi ce parcours vous a-t-il mené à vous engager et jusqu'à ce livre? Alors, ça commence fort. Hem, oui, moi j'ai grandi dans une famille donc de femmes qui cousaient, hein, mon arrière-grand-mère, moi je l'ai connue jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Elle est décédée quand j'avais 12-13 ans, mais donc pendant toute mon enfance, elle m'a appris à broder. Elle était alsacienne, donc la broderie en Alsace, c'est très important. Elle m'a appris à broder, elle m'a appris à faire les vêtements de mes poupées. Ma grand-mère tricotait, mes 2 grands-mères tricotaient, donc on a tricoté aussi ensemble. Donc Oui. tous ces savoir-faire étaient là et ils étaient là depuis des générations, en fait, mais c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Les savoir-faire de couture, on les a dans notre ADN. Donc mais on les a oubliés Oui, en moi je les ai bien oubliés, hein, je peux vous oui, dire. en 1 génération et demie. Alors moi, je les ai pas Oui. oubliés, mais je pratique moins. Mais par exemple, moi, j'ai pas transmis à ma fille. Pourquoi? On ne sait pas et voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec, un appauvrissement, en fait, de ces savoir-faire manuels, qui sont, un appauvrissement général, hein, de tous les savoir-faire manuels. Donc on essaie de redonner, un peu aux gens à travers des ateliers, par exemple. Fashion Revolution fait beaucoup d'ateliers sur la réparation, mais on essaie de redonner aux gens cette créativité de la main. Parce que rien ne peut se faire. Nous, sapiens, c'est quoi? On est donc des hommes, des femmes, sapiens, heu, c'est quoi? C'est l'esprit, le cœur, la main. Ça, je le dis toujours, c'est hyper important. L'esprit, le cœur, la main doivent être reliés pour qu'on soit complet. Alors ça paraît un peu Non, nuageux, non, non. brumeux comme ça, Ah mais ben non, justement, c'est très très concret, je trouve. oui, c'est très important de rappeler ça aux gens, qu'on ne peut pas être tout technologie, on ne peut pas être tout manuel. On a besoin aujourd'hui, en tant qu'être, moderne, contemporain, de ces 2 aspects et ces 2 aspects, ils sont reliés et le cœur est important parce qu'avec quand on fait les choses avec le cœur, on fait les choses en harmonie. Donc retrouver l'harmonie. Bon, voilà. Alors mon parcours, mais je vous remercie, hein, pour cette question. Mon parcours, il est très, très, il est très long, hein, maintenant. J'ai 65 ans aujourd'hui, donc ça fait, 35 ans que je travaille dans la mode, mais je n'étais pas du tout destinée à travailler dans la mode. J'ai commencé par faire des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Je me destinais à une carrière d'archéologue. Oui, Donc scientifique, puisque l'archéologie c'est scientifique, avec, des recherches sur les civilisations précolombiennes. Heu et pourquoi je me suis retrouvée dans la mode? Alors là, c'est vraiment une bifurcation, c'est le destin, c'est mon arrière-grand-mère qui a sûrement tiré quelques fils de là-haut en me disant: «Non, non ma fille, reste avec nous».
Le jour où je devais enfin, il s'est avéré qu'au moment du doctorat, au moment de pré-doctorat, on devait partir avec l'école de Paris au Guatemala pour faire des fouilles au Guatemala et il y a eu une révolution, heu, c'était au début des années 80. Il y a eu une révolution dans la jungle avec des problématiques, dangereuses. Donc l'école de Paris a fermé au Guatemala et notre professeur nous a dit: «Bon, c'est pas grave, c'est dommage, mais on va pas les fouiller. Vous allez continuer votre doctorat, à Paris». Mmh mh. Bon, c'est pas la même chose, hein. Oui, c'est moins Et excitant, mais voilà et donc doctorat, OK, j'ai commencé à travailler un petit peu parallèlement, dans l'édition, j'étais dans une maison d'édition et on m'a proposé à un moment donné de m'occuper, mmh, des journées jeunes créateurs, qui étaient organisées par la revue Autrement et le journal Le Monde avec le ministère de la Culture, 84-85. Il y a eu 2 sessions où, Jacques Lang, a décidé de mettre en avant la jeune création et on m'a dit: «Est-ce que ça t'intéresserait de prendre en charge les défilés de mode?» Alors oui, OK, un challenge, OK. Donc j'ai pris en mais charge les par rapport au fait que vous aviez travaillé dans l'édition? Ou quel oui, parce était que le je travaillais aux éditions Autrement, oui, à la communication. Et donc on avait besoin de quelqu'un qui prenne en charge des défilés de mode. Bon, c'était des gens de mon âge, on avait une vingtaine d'années. J'ai rencontré tous ces créateurs. On a mis en place les défilés, comme on a pu dans un théâtre qui s'appelait le Théâtre à République et ça a été un succès phénoménal. Alors que moi je n'y connaissais que dalle. Je n'y connaissais rien à la mode. Et donc à la suite de ça, ces créateurs qui sont devenus des amis m'ont dit: «Bon, ah, pourquoi tu t'occuperais pas de nous auprès des journalistes?» J'ai dit: «OK, pourquoi pas, j'ai un peu de temps, je peux faire ça comme ça», et puis ça aussi, ça a été un grand succès et j'ai monté un bureau de presse, mmh mh. de mode pour des créateurs émergents et je n'en suis plus jamais partie. En fait, j'ai arrêté mes études, Ah heu oui. ah oui, voilà, en me disant: «Je les reprendrai plus tard», bon, mais on reprend pas, enfin voilà. Mmh. Donc depuis 85-86, pendant 15 ans, j'ai été attachée de presse pour des, jeunes créateurs émergents et puis voilà et après bon, après la vie a continué, j'ai en 2003, j'ai arrêté, je me suis dit: «Bon maintenant, la problématique des années 2003, c'était les débuts de la fast fashion. Oui. Donc, la période de alors ça, c'est très difficile à dire pour moi, désindustrialisation de la France. Depuis, depuis la fin des années 90, début 2000 et donc 2003, je me suis dit: «OK, maintenant il va falloir prendre la plume et défendre ces gens-là autrement». Donc l'arrivée des blogs, 1er blog, 2e blog, j'ai monté plusieurs, médias comme ça, qui étaient des médias émergents à l'époque, hein, j'ai rencontré Anne-Sophie Novelle donc pour Écolo Info Mmh mh. et de fil en aiguille, je suis devenue journaliste. Voilà D'accord. et Mais Écolo Info, on peut savoir ce qui vous sensibilise à ce moment-là? Là, on est dans la mode et puis là, on voit arriver la partie, environnement, Ah bah, la écologie, partie environnement, oui, bien sûr. Alors les années 90, ça a été des années, de lutte, contre, toute la toxicité qu'on trouvait dans l'alimentation d'abord, dans la beauté. C'était les prémices, hein. On parlait pas de ça avant. Donc les pesticides, et moi j'étais dans la mode, donc j'étais sensible à l'alimentation. Je fais toujours le rapport entre les 2. Je pense que textile et alimentation, c'est hyper important de faire le rapport pour que les gens comprennent dans quel monde on vit et la force des lobbies. Ah, et puis il y a des liens, en fait, à la source par rapport à la terre le et coton, par les exemple, pesticides, tout ça. On va en parler un petit absolument, peu plus tard. absolument. Oui. Donc pourquoi Écolo Info? Bah, Écolo Info parce que c'était un des premiers sites français
qui s'intéressait aux problèmes, de climat, qui s'intéressait aux problèmes d'écologie et on était une quinzaine de rédacteurs quand même, hein, tous, Ah oui, quand blog même. oui, Oui. on était des green blogueurs, les premiers, hein, de l'époque. Oui, oui, oui. Et donc voilà, donc chacun ensuite après est parti vaquer à ses occupations. En 2016, le site s'est arrêté, mais on a été pendant 10 ans quand même un des plus gros sites, d'information écologique en France. Oui, Bon ça oui. c'est oublié maintenant, hein, ça va vite, hein, il y a d'autres sites aujourd'hui qui font très bien leur travail. Donc voilà, donc maintenant je me retrouve maintenant je suis toujours journaliste, je suis Mmh auteure, mh. je m'occupe, d'une ONG, dont bureau France je m'occupe du bureau français avec une équipe, de bénévoles. On est tous bénévoles, hein, c'est ça, c'est notre, Oui. ouais, c'est pas toujours facile, mais au moins on est libre. Mmh. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire, bah, une double, ration de travail quotidien. Mmh. Mmh. Mais Fashion Revolution, c'est très complémentaire avec tout mon parcours, puisque on s'occupe de justice sociale et de justice environnementale, Oui. donc pour les droits humains, bien sûr, mais aussi, pour tout ce qui est, production des matières, avec nos hashtags Who made my clothes? Qui a fabriqué mes vêtements? En référence au Rana Plaza 2013 dont Oui, on va en parler. on commémore le 10e anniversaire de l'effondrement cette année et What's in my clothes? Qu'y a-t-il dans, mes vêtements? Alors en quelques mots, parce qu'ensuite on va, faire plus de mots, mais de quoi parle ce livre? Pour celles et ceux qui nous écoutent et pour leur donner une idée, maintenant, je pense qu'ils ont déjà un peu une idée du sujet, mais, en quelques mots, en deux trois phrases, comment vous nous le présenteriez? Alors ce livre, il est là pour faire un constat, une image, au T, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est quoi l'industrie textile? Quels sont les impacts? Quels sont les chiffres à retenir? Les chiffres qui sont effarants, hein. Les premières pages commencent par 24 heures, de fabrication dans le monde. Tous les livres de la collection commencent pareil. 24 heures de fabrication dans le monde, 24 heures de déchets textiles dans le monde. Alors on a des chiffres, chaque année, plus de 4 millions de tonnes de vêtements sont jetées en Europe. On reviendra là-dessus, hein. 1 400 tonnes de microparticules de plastique sont rejetées dans les océans suite au lavage des matières synthétiques. Enfin bon, c'est des chiffres hallucinants et voilà, on a essayé de les mettre en 3 pages pour faire un constat. Ensuite, le livre va raconter l'histoire des textiles pour que les gens comprennent, de quoi on parle L'évolution? quand on parle de textile, depuis l'âge des cavernes jusqu'à nos jours. Et puis on rentre dans le vif du sujet avec, bah, les rois du shopping, comment en est-on arrivé à ce constat aujourd'hui que, la mode, c'est avant tout l'obsolescence programmée du textile qui pousse à acheter de nouvelles fringues en permanence. Je lis c'est dans le livre, c'est un Oui, gros oui. un gros un gros pavé et le fait aussi que nous achetons en permanence, en bien sûr parce qu'on est, envahi de publicité, envahi de désirs comme ça, on a l'impression que l'achat bonheur, ben, l'achat c'est le bonheur donc bon ça c'est complètement faux, hein, mais bon on Oui, pourra en mais le reparler. marketing, la publicité, Et c'est leur raison voilà, d'être de nous faire croire ça, oui. voilà et puis qu'en fait, ben, on se retrouve avec des placards, pleins et on ne porte que 30 de ce qu'on a chez nous. Ça, c'est un chiffre qui est, valable pour tout le monde, hein. Qu'on s'habille, avec des vêtements de luxe ou qu'on s'habille avec des vêtements de fast fashion, on a trop de choses et on ne porte pas tout et évidemment, bon, c'est du gaspillage. Alors, pourquoi parler de l'industrie de la mode? Quel est son impact sur les grands enjeux actuels, par exemple en termes de pollution et de réchauffement, climatique, hein, puisque on en parle beaucoup vous en parlez beaucoup dans ce livre. Donc elle rejette à elle seule plus de gaz à effet de serre que les transports aériens et maritimes additionnés. Donc c'est vrai que c'est quand même important d'en prendre, conscience. 1 400 tonnes de microparticules de plastique sont rejetés dans les océans suite au lavage des matières synthétiques. Ça, on en avait parlé dans un podcast avec, Romain Troublé. Ah oui, mmh.
Romain Troublé de la Ouais. Fondation Tara puisqu'ils, étudient, de très près avec leur mission, Mais oui, parce que ces c'est les en problèmes. fait, le problème de ces microparticules, c'est, bah, ça pollue les écosystèmes marins. C'est des microparticules qui émanent du polyester et des matières, artificielles. Les matières naturelles émettent aussi des microparticules au moment du lavage, mais bon, c'est moins dommageable. Elles se défont plus facilement. Le problème des microparticules de plastique, c'est qu'elles détruisent les écosystèmes, donc elles détru et la faune et la flore, des océans, Oui, mais qu'elles se retrouvent ensuite dans nos assiettes via les poissons que l'on consomme, avec on a trouvé par exemple ces microparticules de plastique dans des fœtus humains. Donc oui, oui. c'est très, très grave en fait et ça remonte jusqu'à nos cerveaux. Bon, on va pas rentrer dans le détail parce que Non, moi mais je c'est suis pas important de le dire médecin et puisqu'aujourd'hui c'est constaté ouais, et c'est ouais, peut-être ouais, bah oui. anxiogène, mais justement il faut réagir et il faut, absolument Mais arriver à absolument, limiter, absolument parce que en fait le problème c'est la production des fibres, synthétiques et artificielles. Le polyester donc qui est un plastique, issu du pétrole, représente 65 de tous les textiles mondiaux produits. Alors, on dit pour la mode, mais non. Soyons honnêtes, remettons les choses à leur place. Le polyester ne sert pas uniquement à la mode, il peut servir aussi dans la décoration, il peut servir dans, l'automobile, pour les sièges, il peut servir, pour les tissus, géothermiques, qu'on met sur les sols pour, se débarrasser des adventices, hein. Je préfère les appeler adventices que mauvaises herbes, parce que il y a pas de mauvaises herbes en fait. Les herbes sont là pour, des raisons particulières. Donc ce polyester, il est partout autour de nous. Il est partout. oui, Il est, dans les lieux publics, dans les restaurants, dans les hôtels, on est envahis, quoi. C'est une matière qui est délétère. C'est un plastique, c'est un des pires plastiques. Heu, alors pourquoi il est très utilisé dans la mode? Parce qu'il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Ça coûte pas très cher de fabriquer du polyester. C'est fabriqué en Asie très loin, dans plusieurs pays, bon, sans donner de destination particulière, mais entre la Chine, la Corée du Sud, tous ces pays à haute technologie textile. Donc il ne coûte pas cher, donc il permet de produire beaucoup de vêtements à très bas coût. oui. Vous rappelez aussi que chaque année, la pollution marine due au textile équivaut à 50 milliards de bouteilles en plastique. Alors quand on sait que ça se cumule avec les vraies bouteilles en plastique et tous les autres résidus Et les plastiques, sacs. oui, dans les océans et les sacs et bon. La responsabilité en fait de l'industrie textile dans ces dégâts environnementaux, si j'ai bien compris, on la trouve en fait à toutes les étapes de la production. Oui, bien sûr, On s'aperçoit que les matières, que ce soit, pour, récolter du coton ou d'autres, si on est dans l'agriculture intensive avec les intrants chimiques, les engrais, les pesticides et tout ça, on a les déjà des OGM. dégâts. Ouais. Voilà et puis, si on est sur le polyester ou ces matières-là, bon, bah, là, c'est le pétrole, l'extraction fossile et Mmh. compagnie et ensuite, à chaque étape, c'est incroyable les dégâts environnementaux au moment des teintures, au moment Absolument, du absolument. transport, Beaucoup de d'énergie entre chaque étape de la chaîne, textile, hein. oui, On parle toujours du rang 1 qui est l'étape de fabrication, qui est le premier rang du donneur d'ordre qui fait fabriquer ses vêtements. Mais avant, en allant plus loin, en allant jusqu'au rang 5, donc qui est la production des fibres, évidemment, on remonte la chaîne, hein. Production des fibres, filature, tissage et tricotage, teinture, ennoblissement, ensuite on ramène alors ça tout ça, ça se fait dans des pays différents bien sûr, hein, chaque fois, hein. Parfois en Chine, ils ont une chaîne assez complète, mais mmh mh. heu, donc entre chaque étape, il y a du transport. Le coton, il peut être cultivé en Ouzbékistan, filé en Chine, ou en Inde, ensuite transformé, en Turquie, les vêtements peuvent être fabriqués au Bangladesh et tout ça, ça fait le tour de la planète 2-3 fois avant d'arriver, sur les plateformes de distribution ici et dans les boutiques et ensuite dans nos armoires.
Donc tout ça évidemment c'est des gaz à effet de serre à toutes les étapes, énormes et qui sont, peut-être, pas vraiment utiles quoi. Heu, on a très envie, on parle beaucoup de réindustrialiser la France là, on a une chaîne, on a une filière qui est la filière du lin, qui vient de réindustrialiser des filatures donc pour pouvoir avoir une production 100% européenne, heu, en tout cas française. Il y a 4 filatures de lin qui viennent de se réinstaller en France et ça c'est formidable. Mais bon, après, le lin c'est 0,4% des fibres naturelles mondiales. Heu, ça reste quand même, une part infime de la production de fibres. Mais c'est une très belle matière, évidemment. Oui. Et on peut espérer que ça se développe parce qu'on en Oui. récolte aussi en France. Il y a des champs La de la lin. Fran la France est le premier producteur mondial de lin, Voilà. entre la Normandie et les Hauts-de-France. Le lin européen, ce qu'on appelle lin européen, est cultivé dans une bande qui va de Caen à Amsterdam, donc la France, Normandie, Hauts-de-France, la Belgique et les Pays-Bas. Mmh. Avec une petite production de lin bio sur des terres bio, donc avec des agriculteurs qui sont passés en bio et qui essaient de cultiver du lin, sur des terrains. Le lin, c'est une bonne matière, c'est une matière qui est bonne pour l'environnement, donc bon. Mais le lin bio, c'est les sols sont évidemment bio, quoi. Oui, Et le retour du chanvre aussi dont on peut parler. oui. Chanvre Alors on va textile. en parler de ces nouvelles, matières, mais alors dans les nouvelles matières, qui ne sont pas naturelles, donc comme vous l'avez rappelé, 3/4 des matières, alors je cite votre livre, hein, 3/4 des matières utilisées par l'industrie textile sont en polyester. Donc ce qui veut dire que nos vêtements sont constitués à 70 de pétrole. Leur temps de décomposition est donc beaucoup plus long. Une robe en polyester, c'est 200 ans. Ouais. C'est tout ça, ça voyage, donc on vient de le dire, de plusieurs, milliers de kilomètres, 20 000 kilomètres en moyenne, avant d'arriver dans nos placards, selon la fondation Ellen MacArthur. Donc les nouvelles matières qui posent problème sont surtout les nouvelles matières, synthétiques, en fait. Bah, oui, oui, parce qu'il y a on dit, alors j'ai plus les chiffres en tête malheureusement, mais on dit que d'ici 2030, ça sera encore plus. Mais, je crois qu'il y a une prise de conscience des citoyens sur le fait que le polyester, c'est pas vraiment, une matière bonne ni pour notre santé, ni pour notre environnement. Donc, on voit des solutions qui arrivent avec du réemploi de tissus, de stocks dormants, avec des filières de la laine, par exemple, qui reviennent. Parce que la laine, faut pas oublier que la laine, c'était une des premières matières avec le lin jusqu'au 19e siècle. Oui, On n'était pas habillés en produits chimiques, hein, on s'habillait en lin, en coton bien sûr, le coton, bon, le coton c'est toute une histoire, hein, lié à l'esclavage, depuis, oui, oui, coton, laine et lin. Mais la laine, il y a encore 10 ans, 15 ans, ça représentait 10 des fibres mondiales. Aujourd'hui, c'est plus que 1. Évidemment, il y a des petites filières de laine qui reviennent en France, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'industrie de la laine, c'est essentiellement l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec des conditions d'élevage évidemment, d'énormes troupeaux, des conditions d'élevage qui ne sont pas soutenables, ni pour les troupeaux, ni pour la planète, et sans parler du Cachemire en Mongolie. Mais c'est des des dét cachemires. du Cachemire en Mongolie. Ah oui, qui n'est pas non plus une, Mais non, parce que, le Cachemire, quand les chèvres sont élevées par les nomades, tout va bien, ils se déplacent, donc ils ne détruisent pas les sols. Parce que oui, les chèvres, elles broutent plus ou moins, elles arrachent surtout, elles arrachent le aujourd'hui, on voit des élevages intensifs de Cachemire qui sont, bah, évidemment menés par la Chine, hein, puisque la transformation, les 3/4 du Cachemire mondial est transformé en Chine aujourd'hui. Alors c'est pas du tout un Cachemire de bonne qualité, hein, c'est les cachemires qu'on trouve à des prix assez, alors
évidemment accessible, mais c'est quand on voit la qualité de ces pulls, voilà, c'est pas le beau cachemire qu'on connaît et qui va durer toute une vie, voire plus, qu'on pourra transmettre de génération en génération. Moi, j'ai des cachemires qui ont appartenu à mes grands-parents, qui sont, encore, tout à fait, portables, hein, Mmh mh. bon. Mais la cette différence de qualité, elle vient de quoi, en fait? Ah De ce ben, cachemire? ben, l'étape de transformation. C'est-à-dire, c'est des cachemires avec, très peu de fil, qui sont, qui vont boulocher, qui vont s'user beaucoup plus vite, qui n'ont pas cette main, moelleuse du très beau cachemire, à 8-10 fils, qu'on peut connaître, bon, dans les marques de luxe évidemment, mais on peut trouver en seconde main des pièces. On peut, Oui, si on oui. cherche bien, si on connaît les matières. Et alors comment sommes-nous passés de ces fibres naturelles, qui étaient meilleures pour la santé, pour l'environnement, aux fibres, plastiques, au polyester, à toutes ces fibres, synthétiques? Qu'est-ce qui fait qu'on a basculé de façon, si fracassante et avec, tous les dégâts, dont nous venons de parler? Est-ce que c'est uniquement le prix de revient, le fait que Bien sûr. cette, Le prix, l'industrie chimique, fin du 19e siècle, l'industrie chimique bat son plein, on fait des découvertes, fabuleuses, par exemple la viscose ou la rayon on appelait ça rayonne aussi. Ça a été inventé, pour remplacer la soie, qui était très chère, donc pour, la fin du 19e, c'est un peu, ce qu'on pourrait appeler le début de la consommation, alors de masse, sans aller jusqu'à ce terme, c'était pas une consommation de masse, mais pour offrir des vêtements aux gens qui avaient moins de moyens que les élites. Donc on a cherché à remplacer la soie. Alors évidemment, ben, c'est l'industrie chimique, hein, qui a trouvé tout ça et qui a introduit à ce moment-là les teintures, chimiques aussi. eh oui. Hem c'est alors c'est l'histoire du capitalisme, on peut parler comme ça peut-être. L'histoire Eh du beh, oui, beh, capitalisme, oui, le disons employons les mots. oui, employons les mots qui fâchent. Bah, oui, L'his parce qu'en fait, les dégâts sont à de tous les podcasts, bah, on en revient que je fais, on en revient, il était finalement temps d'en toujours là. parler. Donc je pense qu'il est temps de dire les choses en employant les mots, Absolument. et voilà, en parlant Ouais, des vraies ouais. causes et en C'est les grands propriétaires, les grands fabricants, les grands, propriétaires d'usines, qui se sont dit: «OK, bon», ça avait commencé avec le coton, un siècle et demi auparavant, avec la 1re révolution industrielle. Ça a continué avec les matières synthétiques et artificielles. On remplace le coton, on remplace la laine, l'arrivée du bas nylon. mmh. Ah Heu, oui. Bah, oui, pendant la guerre, il y a plus de soie, donc les Américains inventent le bas nylon qui était au départ indestructible. Mais quand alors je me souviens plus du nom de l'inventeur du bas nylon, comment s'appelle-t-il? Je sais pas si j'en parle dans C'est mon pas je sais que vous parlez de Dupont de Nemours oui, à Dupont de un Nemours, moment c'est la grosse et firme américaine voilà qui travaillait sur que l'industrie, qui ont inventé toutes les catastrophes, chimiques que l'on connaît aujourd'hui. Mais le nylon, oui, le bas nylon, ouais, la première matière synthétique apparue aux États-Unis au début des années 30 avec le nylon de Dupont de Nemours, conçu pour remplacer les bas de soie. Alors évidemment, le bas nylon, il était conçu pour être indestructible et ils se sont vite rendus compte que, ben, si c'est indestructible, ils allaient pas en vendre, eh oui, c'est ça. beaucoup. Donc Il les faut mettre en place un peu voilà, d'obsolescence programmée. on a demandé voilà, exactement, le 2e mot, qui Mmh. fâche, l'obsolescence programmée. Et donc voilà, bon, on en arrive aujourd'hui à 150 milliards de pièces de vêtements produites chaque année pour 8 milliards d'êtres humains, dont la moitié ne s'habille pas en vêtements neufs et dont la moitié de l'autre moitié s'habille de toute façon en seconde main, donc bon, c'est une gabegie totale. Oui. Et donc dans l'histoire, de cet emballement, vous parlez donc de la consommation de masse qui est née aux États-Unis dans les années 20 et puis vous parlez, un peu plus tard des acheteuses compulsives de fringues, les victimes de la mode qui, apparaissent dans les années,
80 et entre 2000 et 2021, la production de vêtements a doublé. Alors, on attribue ça à quoi cette consommation, débridée, qui s'emballe, qui s'emballe, qui s'emballe? C'est les incitations à consommer, c'est l'influence de certains réseaux sociaux, c'est, le prix qui est devenu, tellement ridicule que les gens ont l'impression que finalement, bon, bah, pourquoi se priver, puisqu'on ne connaît pas les conséquences de ce prix? Oui, on connaît pas les conséquences du prix sur les personnes qui fabriquent nos vêtements. Ça, c'est un premier point. Quand on sait qu'un t-shirt à 3 €, c'est le prix d'un café, donc est-ce que c'est bien raisonnable? Pour un t-shirt, il faut quand même produire la matière, la filer, la teindre. Il y a 7-8 étapes et ensuite il y a quand même un être humain derrière la machine, parce que ça, on n'a pas trouvé de robot, hein, qui remplace l'être humain derrière la machine pour assembler le vêtement. Donc Oui. c'est toujours un être humain qui paye les pots cassés. Quand on parle de salaire, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, dans la plupart des pays, maintenant, on a un salaire minimum imposé par la l'OIT, mais l'Organisation internationale du travail, en fonction des coûts de la vie dans chaque pays, mais que ce salaire minimum, représente absolument, 1/3 d'un salaire vital. Alors quelle est la différence entre un salaire, minimum et un salaire vital? Le salaire vital permet, de se nourrir, de se loger, de s'habiller, d'envoyer ses enfants à l'école et de s'occuper de sa famille, de se soigner, de soigner toute la famille, mais aussi d'économiser en fin de mois une petite somme en cas de coup dur de la vie et ça, c'est hyper important de le savoir. Parce que moi, j'aime bien aussi toujours, être heu, un peu juste dans ces histoires de salaire vital. Le SMIC en France, par exemple, n'est pas un salaire vital parce qu'à la fin du mois, ben, on tire un peu le diable par la queue et un smicard ou une smicarde, hein, employons les mots encore une fois, n'arrive pas à boucler sa fin de mois. Donc sûrement pas À à mettre économiser. à économiser quoi que ce soit en cas de coup dur. Mais alors, on est en France, on a, des lois sociales, on a une sécurité sociale, on a tout ça. Dans ces pays-là, en Asie, très loin, il y a pas tout ça. Ça veut dire que si on tombe malade, bah, on ne va pas Oui, travailler et si on ne va pas travailler, on n'est pas payé. et si Donc on tombe malade, on doit payer soi-même ses soins absolument, et ses absolument, médicaments, son hôpital si on doit être hospitalisé, et il y absolument a pas et de sécu, il y a pas il n'y a d'EHPAD, pas il de y a pas de maison parachute, de retraite, il y a rien. Oui, ouais. Donc ce salaire vital, il doit être absolument, ben, revu. Heu, Au Bangladesh, par exemple, le salaire minimum, c'est 85 €. On sait qu'il devrait être à 350-380 €. C'est-à-dire bien plus que 3 fois plus, hein, c'est presque 4 fois et demi plus. Voilà, sans embrouiller les gens avec des chiffres, mais dans le livre, il y a un graphe, hein, qui montre tous les salaires. Heu, Nous, cette année, on a lancé une initiative citoyenne européenne avec d'autres ONG, qui s'appelle Good Clothes Fair Pay et qu'on demande aux citoyens de signer. En fait, une initiative citoyenne européenne, c'est un outil de démocratie participative. Ça veut dire que Good c'est Close, je vais mettre le lien, ouais, ensuite dans Good le Good. Clothes Fair Pay. Donc c'est lancé sur 7, c'est porté par 7 pays en Europe, donc les 7 pays de Fashion Revolution, en Europe, avec Clean Clothes Campaign, avec Fairtrade International, avec d'autres ONG et on a besoin d'1 million de signatures. Il nous reste 3 mois pour obtenir ce million, on est à 20 du enfin, c'est très compliqué d'expliquer aux gens à quoi ça sert. Emparez-vous de cette, campagne, donnez-nous votre signature pour que nous puissions aller nous asseoir à la table de négociation, à la Commission européenne qui est en train de voter heu, des lois de régulation sur la chaîne textile, mais où, franchement les problématiques sociales ne sont pas mises en lumière. Donc voilà, on a des propositions à faire et cette initiative citoyenne européenne, elle a été adoubée par la Commission européenne. Ils nous ont donné le droit de la lancer. C'est vraiment un outil, c'est comme un outil de vote. C'est comme un vote, hein. Donc voilà, tous les citoyens européens peuvent le voter. Il faut avoir un passeport et être en âge de voter. Ça dépend Oui. des pays. Parfois c'est 16 ans, parfois c'est 18 ans. En France, c'est 18 ans. Mais faites-la signer autour de vous aussi parce que là, il nous reste 3 mois, enfin jusqu'en juillet, jusqu'au 19 juillet.
et c'est assez poussif quand même, hein, et je crois que les gens n'ont pas compris, en fait, à quoi servait cette initiative citoyenne européenne. Donc voilà, j'espère avoir été assez claire sur le sujet. Alors, il y a un chapitre, là, on l'a évoqué tout à l'heure, dont le nom est, «Le coton tue». Alors je vais lire 2 petits extraits, qui sont vraiment parlants. Page 52. Au Pendjab, ce sont 100 000 litres d'eau contaminée par des métaux lourds qui sont rejetés par les usines de teinture tous les jours. 100 000 litres d'eau contaminée. Je répète parce que il faut que ça rentre bien. Par des métaux lourds qui sont rejetés par les usines de teinture tous les jours. Et l'utilisation, donc je continue de citer, l'utilisation de produits chimiques est constante à chaque étape de la transformation du coton. Teinture, lavage et assouplissement requièrent l'utilisation de cadmium, de chrome, de mercure, de cuivre et de plomb, de métaux lourds aussi toxiques que longs à disparaître de l'environnement une fois qu'ils y sont installés. Ces produits dangereux sont interdits en Europe, mais la réglementation européenne ne s'applique pas dans la plupart des pays producteurs. Là-bas, la contamination de l'environnement se poursuit donc en toute impunité, évacuée par ruissellement. On rejette dans l'environnement des produits chimiques résiduels comme des étoxylates de nonylphénol, NPE, qui fixent les colorants, des phtalates pour les éléments en plastique, les boutons, les boucles de ceinture, du Déhide. formaldéhyde cancérigène pour assouplir les vêtements sans repassage. Ça fait des années que l'on entend parler quand même de tout ça. Aujourd'hui, il y a aussi des choses, pointer des choses, positives, le coton bio, la laine, on en a parlé, le lin, le chanvre, vous parlez du bananatex. Ces efforts, ces nouvelles, façons de produire, plus respectueuses de l'environnement, aujourd'hui, est-ce que, c'est franchement encourageant ou, franchement pas du tout? Pas encore assez encourageant, pas assez encore répandu? Alors, c'est pour citer, je ne sais plus qui, j'en suis désolée, ce n'est pas le voyage qui compte, c'est le chemin. Je crois que Ah oui. c'est peut-être le Dalaï Lama, je ne sais plus. En tout cas, oui, le chemin est long pour revenir en arrière sur ces productions, toxiques. Il y a évidemment le lin, c'est la une des premières matières utilisées par l'humanité avec la laine, hein, alors c'est pas nouveau, il y a eu un renouveau ces 10-15 dernières années, heu, de cette matière, hein, qui est revenue dans nos placards, parfois avec des réticences parce que, les gens disent: «Le lin, ça se froisse». Moi, je rajoute: «Avec noblesse, ça se froisse avec noblesse». Le lin a une main particulière qui en fait tout son charme. L'été, c'est la meilleure matière à porter, mais pas simplement l'été, l'hiver aussi, puisque l'hiver, les vêtements en lin sont thermorégulateurs. Le lin, c'est une matière naturelle, hein, qui laisse respirer, qui laisse passer la transpiration, qui laisse l'air passer entre notre corps et l'extérieur. Donc évidemment, bah, quand on a commencé à dormir dans des draps en lin, on ne quitte plus les draps en lin. Alors, il y a des questions de prix. Bon, maintenant, on en trouve, à des prix raisonnables, les Mais draps de alors lin de nos justement, grands-mères, ils sont oui. toujours dans les armoires des maisons de famille, hein. Si on C'est achète un inusable. vêtement si on achète un vêtement en lin ou des draps en lin, est-ce que le simple fait que ce soit en lin, peut nous donner bonne conscience? Ou est-ce qu'on peut, acheter quelque chose en lin qui présente, d'autres problèmes? C'est-à-dire que peut-être justement qu'il a été, confectionné, par des enfants ou par des avec des salaires, très bas ou, c'est Le seul petit souci avec le lin, c'est que, jusqu'à il y a quelques années, enfin, c'est pas un souci, hein, c'est aussi une façon de faire du commerce international. La transformation de 60 à 70 de notre, production européenne est transformée en Chine.
Donc culture teillage, le teillage, c'est l'action mécanique de transformer la fibre végétale en fibre, qui pourra être filée ensuite. Bon, ça part en Chine et en Inde, un peu en Inde, mais beaucoup en Chine. Évidemment et ça revient ensuite ici. Ça revient sous forme de fil ou ça revient sous forme de textile, donc de textile tissé ou tricoté. D'accord. Mais aujourd'hui, on a une production, qui se réinstalle, donc à proximité. Donc on va peut-être, se dire que dans l'avenir, on aura, des lins, complètement européens, en tout cas peut-être complètement français, mais encore aux étapes de la filature, on fait des mélanges entre les diverses provenances de divers pays et diverses années pour obtenir un fil de toujours de la même qualité. Ça, c'est important de le savoir parce que on entend beaucoup des jeunes marques qui disent: «Du champ à votre placard», c'est un peu l'histoire du champ à l'assiette. «Du champ à votre placard, votre t-shirt est 100 français». Ça me paraît encore un peu, donc au niveau de la filature, même si la filature se réimplante, ils vont quand même continuer à faire des mélanges entre la France, les Pays-Bas et la Belgique pour avoir une qualité de fil toujours identique, toujours pareille, toujours, optimale. Mais bon, ça veut dire que, ben, on a recommencé à réfléchir sur, la mondialisation, la délocalisation et ça, c'est important. Maintenant, ça va pas se faire en un jour, hein. Il faut, de ces histoires de filature et d'industrialisation, ça demande des savoir-faire, ça demande de la formation, ça demande de trouver des gens qui vont revenir dans les usines, comment intéresser les jeunes générations à ces sujets-là. Retourner à l'usine, c'est encore un peu bon, on va voir, c'est en devenir, mais Oui. ça nous donne un peu d'espoir quand même sur le fait que, eh ben, oui, localement, on peut recommencer à produire des textiles qui seront meilleurs pour l'environnement, meilleurs pour la santé, meilleurs pour la planète, meilleurs pour les ouvriers aussi. Voilà, mais c'est le chemin est long, le chemin est long. Oui, et par rapport au coton aussi, donc vous mentionnez que la monoculture généralisée du coton OGM provoque une artificialisation massive des sols qui détruit la biodiversité. Parce que ça aussi, c'est quand même un lien de causalité qui est important, à souligner vu la vulnérabilité de notre pauvre biodiversité, aujourd'hui, là où on en est donc, Les sols sont cette, morts, les sols sont morts partout. En France, les sols sont morts. Si on met plus d'engrais, on n'aura plus de culture. Ça, il faut pas avoir peur de le dire et dans les pays producteurs de coton, effectivement, c'est de la monoculture. Il y a aussi le problème des OGM, c'est le problème des OGM. Ça veut dire que, ben, les graines ne sont pas réutilisables d'une culture à l'autre. Heu et que les ça laisse les populations d'agriculteurs sous le joug des entreprises chimiques et ça, c'est hyper important, de le rappeler, parce avec qu'ils sont obligés d'acheter toute la chaîne qui va avec, c'est-à-dire les les engrais, les les pesticides, ils sont graines dans les un graines jusqu'aux complètement, fertilisants. ligotés dans oui, Absolument, avec les problèmes de santé, hein, puisque on sait très bien que tous ces pesticides et tous ces produits chimiques provoquent des cancers, avec les problèmes d'endettement parce que, bah, évidemment, bah, tout ça coûte très cher. Quand un cultivateur cultivait son coton, il gardait des graines pour la culture suivante et puis voilà, ça se nourrissait, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre. Là, c'est plus le cas. Il faut racheter, racheter, racheter en permanence. Et dans ces pays, évidemment, bah, acheter, c'est de l'argent. Les cours du coton ne sont pas toujours au beau fixe. Il y a, bah, un marché, international qui est, on connaît, délétère, hein. C'est pareil pour l'alimentation. Il ne faut pas se faire de soucis à ce niveau-là, hein. Le profit, le profit, le profit. Mais tout ça, c'est une boucle infernale, en fait. C'est une boucle infernale dans laquelle on ne peut pas sortir. Mais il y a quand même des solutions de mise en place de coopératives, de labels comme celui de Max Havelaar avec leur label textile pour le coton, qui permettent, ben, déjà qui n'est pas un coton qui n'est pas OGM, alors même si, il y a des pesticides qui sont, autorisés dans ce label, ça permet quand même aux communautés de se mettre ensemble pour, bah, et ça leur permet surtout d'avoir un prix du coton toujours le même.
Donc de pouvoir D'accord. prévoir parce que, la précarité, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Quand on ne peut pas prévoir, quand on ne sait pas à quel prix sera achetée la récolte, on ne peut pas, se dire: «Ah bah tiens, on va avoir ça l'année prochaine, on va pouvoir construire une école ou on va pouvoir construire un puits ou on va» enfin, donc la préca la c'est la ce label, Max Havelaar, textile, pour le coton, il permet à ces gens-là aussi d'avoir un coût du coton, heu, un prix du coton stabilisé et de pouvoir utiliser l'argent, pour leurs besoins, local, sur place. Alors page 58-59, il y a un petit, chapitre bien intéressant aussi qui s'intitule «Qui a fabriqué ta veste?» et là donc on lit: «Les chaînes d'approvisionnement de l'industrie textile sont très opaques» et vous écrivez que des millions de travailleuses restent invisibles, ce qui exacerbe leur vulnérabilité. Pourtant, une date a marqué l'histoire de l'industrie textile et d'ailleurs, moi, au tout début de Sauce Suite Planète, c'était une des premières interviews qui était en vidéo à l'époque. J'avais fait une interview d'une jeune femme de, l'ONG Peuple solidaire, puisque c'était juste après cet événement, cette date qui a marqué l'histoire de l'industrie textile et qui a suscité une prise de conscience, donc le 24 avril 2013, date de l'effondrement du Rana Plaza à Dacca au Bangladesh. Quelques mots de cet événement tragique dont on célèbre tristement les 10 ans? Ouais, alors c'est la pire catastrophe de l'industrie textile depuis la première révolution industrielle au nombre de victimes. Mmh. En fait, ce qui s'est passé aurait pu être évité. Une quinzaine de jours avant l'effondrement de ce bâtiment de 7 étages, qui contenait des ateliers de production de machines à coudre, d'ouvrières, parce que 80 des ouvriers textiles sont des femmes. Mmh. Des Qui fissures fournissent nos grandes marques, enfin nos marques oui, ici, qu'on trouve partout. qui fournissent de la fast fashion, mais aussi du luxe, hein, faut pas se mettre les doigts dans les yeux. Donc des fissures sont apparues dans les murs et les fissures bah, le bâtiment bougeait en fait et les fissures sont agrandies de jour en jour et la veille de l'effondrement, les ouvriers ont dit: «Non mais nous on vient plus bosser, c'est pas possible, il se passe un truc», donc tous les commerces du rez-de-chaussée il y avait des banques, des boutiques, enfin, ont renvoyé leurs salariés, mais les propriétaires des usines de confection ont interdit aux ouvriers de s'en aller, sous peine de ne pas être payés et cetera. Donc bah, ils sont revenus travailler, ils les ont enfermés et le bâtiment s'est effondré sur lui-même, 1 138 morts, 2 500 blessés. On a trouvé des étiquettes de grandes marques internationales dans les décombres. Ça a créé un tollé général et c'est, de cet événement que Fashion Revolution est né en fait. C'est né d'un mouvement, c'est né de 2 designers, éthiques anglaises, Ursula De Castro, Carrie Summers, se sont téléphonés et qui ont dit: «Non mais on peut pas laisser faire ça» et qui ont mis, le hashtag Who made my clothes? Qui a fabriqué mes vêtements? Sur Twitter et c'est parti comme une traînée de poudre. Ça a été repris, repris, repris. Qui a fabriqué mes vêtements? C'est devenu notre, hashtag emblématique, bah, qui est relié bien sûr à la justice sociale. Qui sont ces gens qui ont fabriqué nos vêtements et a-t-on, le droit de mourir pour la mode? Donc ça, c'est notre, slogan, de base. Évidemment, bien sûr, ben, les il y a ça a été un raz-de-marée, dans toute l'industrie, une prise de conscience il faut toujours des catastrophes, hein, pour que les gens se rendent compte. On est vraiment des animaux, heu, Oui. il faut nous sidérer pour qu'on prenne conscience des choses. C'est affreux, mais c'est comme ça. Donc Et encore, faut réussir à garder la sidération sur au moins le moyen exact. terme pour que les choses bougent, parce qu'on passe tout de suite à autre chose. Souvent. Alors là quand même ça a été, le Rana Plaza, bon, ce alors donc ce l'année suivante, bah, le Fashion Revolution s'est constitué en collectif, international, c'est devenu une ONG depuis, avec une Fashion Revolution Week tous les ans autour de la date du 24 avril, donc on va bientôt, fêter là, enfin fêter. C'est c'est Oui, c'est compliqué. commémorer. Commémorer Mmh. et donc ça c'est pour rappeler tous les ans quand même cette,
cet événement triste et déplorable, et pour qu'on n'oublie pas, en fait, qu'on n'oublie pas. Bon après l'ONG elle a d'autres chevaux de bataille, notamment sur la transparence avec, la publication tous les ans de l'index de transparence, qui est une photographie de 250 marques du luxe à la grande distribution sur, leur déclaration RSE. Bon, ça fait partie du travail, du plaidoyer, de politique de l'association. Mais notre premier, Et ça, les citoyens peuvent oui, trouver c'est gratuit, ces tout est bilans gratuit sur le site? sur le site Sur le site? D'accord. fashionrevolution.org, et le prochain va sortir au mois de juin 2023. Donc tous les ans, au mois de juin, on publie cette étude, qui fait quand même une centaine de pages, hein, qui est pas une petite étude et qui est très attendue par les marques d'ailleurs pour, voir leurs progrès qui ne sont pas vraiment, comment dire? Qui restent assez faibles, hein, quand même depuis la première parution de cet index de transparence en 2017. Il y a pas beaucoup de progrès, même s'il y en a. Bon, il y a beaucoup de greenwashing aussi. Mais Ça, c'est un autre c'est mot, ça que je trouve oui, c'est ça que je trouve étonnant parce qu'au moment de l'effondrement du Rana Plaza, ça a été tellement médiatisé. On a vu des collectifs se monter de tous bords et puis on a aussi pu suivre qu'il y avait eu, quand même un impact sur des lois qui étaient passées, qui exigeaient plus de traçabilité, parce qu'on se souvient que certaines grandes marques, à l'époque avaient essayé de se des données. déresponsabiliser en disant: «Oui, mais nous, bon, on a des sous-traitants, ça se passe là-bas, on sait pas trop», C'est voilà. bien le Donc problème. et aujourd'hui, on en est où? Alors, en 2015, il y a eu les premiers accords Bangladesh, donc ça c'était, c'est pas vraiment une loi, c'est un accord volontaire que les marques signaient pour garantir la protection des bâtiments contre les incendies, contre les effondrements, contre, les problèmes de structure en fait, qui a été, reconduit, qui a été, en 2015 pour une durée de 3 ans, donc reconduit en 2018, mais malheureusement, pas toutes les marques n'ont pas signé, donc il y a encore, des 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 demandes de clean close campaign par exemple, et de nous aussi, mais bon, clean close, ils sont plus importants au niveau du plaidoyer auprès des marques, plus connus, plus anciens, qui demandent à ce qu'effectivement ces accords soient, signés par toutes les marques en fait. C'est, Mmh mh. vous Et avez c'est un très bien, engagement, mais oui, c'est un engagement à faire mais c'est pas attention. contraignant. Non, et c'est Ah volontaire. oui, c'est toujours là C'est où pas une ça se loi. joue, les problèmes dans Ouais, l'environnement, c'est c'est pas pareil, hein, c'est pas oui. une loi, obligatoire. C'est, voilà, on est une marque, on veut bien faire, on signe ces accords. Ça rassure, peut-être ses clients, je ne sais pas. En tout cas, ces accords, ils existent et ils sont encore en cours, hein, donc il faut pas oublier Oui, que ensuite, il y a eu les accords l'accord Pakistan, entre la France et le Pakistan pour, pareil, hein, essayer d'assurer, une certaine sécurité. En France, on a eu la loi sur le devoir de vigilance en 2017, qui a été portée par Dominique Potier à l'Assemblée nationale. La loi sur le devoir de vigilance qui est cette année, réétudiée à la Commission européenne pour, un élargissement à l'Europe, qui devrait permettre, alors qui est encore en cours de signature, enfin en cours de délibération, qui devrait permettre d'obliger les entreprises qui importent sur le sol européen, justement à avoir ce devoir de vigilance envers leurs fournisseurs. Bon, il y a des tas de lois, il y a eu des progrès, hein, depuis le Rana Plaza, plus ou moins liés, bien sûr, la prise en compte de la RSE par les marques. La RSE, ça existe depuis longtemps. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui, on ne peut plus on ne peut plus ne pas avoir un département RSE. Alors, qu'est-ce qui s'y oui. passe à Et l'intérieur? donnez-nous le RSE, il faut La peut-être préciser responsa pour, Oui, la les la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est, c'est la divulgation de leur, enfin, c'est déjà leur travail, leur chemin personnel en tant qu'entreprise, vers, plus de social, plus d'environnemental dans la production des objets qu'ils mettent sur le marché. Heu, on n'a jamais vu autant de greenwashing depuis, l'arrivée de ces, nouvelles,
de ces nouveaux intérêts au cœur des marques. Alors bon, moi je veux pas faire l'avocat, enfin, pas faire le diable et l'avocat du diable. Chacun est sur son chemin, comme je disais au début de cet entretien. Mais aujourd'hui, on a aussi, la France est quand même leader, hein, sur les lois de changement, de transition, écologique en tout cas de l'industrie textile. Hem, Avec la loi AGEC par exemple, avec, bon, voilà, tout ça est en progrès, hein. Tout ça est en progrès. Bon, c'est bien de voir aussi, le verre à moitié plein parce que Oui. c'est vrai que pour la prise de conscience et la sensibilisation, il faut parler du verre à moitié vide, mais moi j'aime bien qu'on parle aussi du verre à moitié plein parce qu'il faut aussi quand même noter que ça vaut le coup de se battre, de s'engager, de soutenir ceux qui s'engagent parce qu'on arrive à quand même des résultats et c'est pour ça qu'il faut quand même en parler, les mentionner, dire que ça vaut le coup. Ouais, des résultats restreints quand même, hein. Ne nous mettons pas, de voile sur les yeux, de voile pudique sur les yeux. Oui. Il y a des solutions bien sûr, il y a des nouveaux business models qui arrivent, de l'upcycling, la réutilisation des stocks dormants, toutes ces jeunes marques qui veulent bien faire dès le départ avec l'éco-conception, le cycle de vie du vêtement, la mode circulaire et cetera et cetera. Tout ça, c'est très bien. Le problème, c'est que ces jeunes marques qui arrivent, ce sont encore des petites marques, qui se trouvent confrontées, à la réponse du client: «Oui, mais c'est beaucoup plus cher, je n'ai pas les moyens». Alors, le consommateur veut bien faire, le consommateur, heu dans les dernières études qu'on a pu lire, 70 des gens se disent prêts à faire un geste, pour, transformer leur façon d'acheter. Mais au final, tout le monde va chez, Shein et chez Primark. Enfin tout le monde non, mais beaucoup. Oui, Donc la prise de conscience est là, OK, mais les dans les actes et dans le porte-monnaie, dans les tu as actes encore, des et mal à dans suivre. ouais, ouais. Mais je voulais revenir justement, parce que page 68, vous parlez de la deuxième main, les vêtements quand on achète d'occasion et vous dites: «Ou l'illusion de la vertu». Mais je voulais vous demander, parce que j'ai pas compris, parce qu'en fait, page 88, il y a: «Must have, comment utiliser Vinted». Alors, est-ce qu'il y a le bon et le mauvais côté du de ces plateformes de vente, de seconde main ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bah, ce que je peux vous dire, c'est que la seconde main, c'est un objet qui est déjà produit, donc qui aura un impact, quasiment, pas nul, hein, parce que, rien n'a pas, enfin, tout ce qu'on fabrique et tout ce qu'on touche, ça a un impact, quoi qu'il arrive. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si on achète à outrance pour revendre tout de suite sur un site de seconde main de la fast fashion, c'est complètement, contre-productif. En revanche, c'est ça la mode vintage, la belle mode vintage, ça peut être une solution dans le sens où ça va être des beaux produits, dans de belles matières, qu'on va avoir plaisir à chiner, à dénicher. Moi, je n'achète pas sur ces plateformes, mais j'y vais de temps en temps pour voir ce qui s'y passe et comment trouver, qu'est-ce qui se vend. En fait, Vinted, il faut l'utiliser comme un outil de curator, comme, de la recherche pointue. Il faut connaître un peu l'histoire de la mode, il faut avoir des créateurs préférés et on trouve des merveilles, très peu chères, des marques de luxe très peu chères. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut, faire rentrer chez soi, porter sur soi. Si on a envie, que le vêtement soit, une pièce, ben, de consommation, brutale, et je mâche mes mots, hein, consommation brutale dans le sens où je prends, je jette. Bon, ça, c'est non. Par contre, je choisis, et c'est en ce sens que je parle de curation. Je choisis, je collectionne, je choisis un vêtement parce qu'il représente quelque chose et qu'il va me permettre de me présenter au monde, d'une façon respectueuse. Je respecte le vêtement, je me respecte moi-même, je respecte autrui, et donc voilà, une question de respect. Mais moi, ça me semble tellement important, quoi. Important de la même Mmh façon mh, mmh. de ce qu'on met dans, de ce qu'on met dans notre assiette. Heu,
est-ce qu'on est boulimique, quand on mange ou est-ce qu'on est, soucieux de ce qu'on met dans son corps? Bah, c'est pareil pour un vêtement, c'est la même chose. Oui, Du respect et du plaisir, du oui. coup. Et peut-être quelques mots sur, les décharges, sauvages, parce qu'on a parlé beaucoup de ce qui se passe avant que le vêtement arrive jusqu'à nous, mais il y a aussi ce qui se passe après. Donc les décharges sauvages du désert d'Atacama. Alors, le désert d'Atacama, c'est au Chili, donc là, c'est, pas nos vêtements à nous, Européens, qui s'y trouvent, rejetés. C'est plutôt le tout ce qui se passe aux États-Unis qui va au Chili. Nous, nos vêtements, ils partent en Afrique, au Ghana, au Kenya, et sûrement dans d'autres pays, hein. Ça a été très médiatisé. Ces trois centres géographiques ont été très médiatisés par, des tas de documentaires et beaucoup en parlent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, c'est une catastrophe environnementale très, très grave puisque dans ces décharges, on ne trouve quasiment que alors pas que, mais beaucoup de polyester et comme on a dit, tout à l'heure, une robe légère en polyester, mais 200 ans à se détruire, à l'air libre, et là, c'est des montagnes et des montagnes de vêtements qui ont été produits, vite achetés, vite jetés alors que, nous avons des filières de tri et de recyclage qui essaient de se mettre en place, enfin qui sont déjà en place, mais, qui essaient de se mettre en place. Ce qui se passe, c'est que, dans ces filières de tri, beaucoup de vêtements sont renvoyés dans ces pays d'Afrique, sous forme de ballots, inondent les marchés là-bas et finalement ne servent pas grand-chose, détruisent plutôt l'industrie textile des pays, enfin la petite industrie, hein, de ces pays-là, parce que, les 3/4 de ces vêtements ne sont pas adaptés à ces climats et à ce que les marchands recherchent quand ils achètent un ballot. Il faut savoir qu'en Afrique, sur les marchés de seconde main, chaque boutique est spécialisée dans un genre de vêtements. Donc, que ce soit, telle boutique a les jeans, telle boutique les chemises blanches, telle boutique les robes, voilà, comme ça, telle boutique les enfants. Et quand on achète un ballot, on l'achète à l'aveugle. On achète un ballot qui fait, je sais pas moi, combien ça fait un ballot de vêtements? 100 kilogrammes. On va peut-être trouver 3 pièces qui correspondent. Alors après, il y a les histoires de troc entre marchands. Bon ça, on va pas rentrer dans les détails. Mais ce qui ne les intéresse pas finissent sur ces gisements à ciel ouvert. Donc est-ce que c'est bien raisonnable de rejeter nos déchets? Alors c'est pas que pour les vêtements, hein, il y a aussi tous les produits, Oui, les les ordinateurs, les téléphones ordinateurs, portables. exactement, exactement. Tout ça, c'est de la pollution, alors ça alimente un petit marché là-bas, mais heu, enfin l'Afrique Oui. n'est pas la poubelle de l'Europe. Et oui. Il y a un autre gros mot qu'on n'a pas encore employé dans cette émission, c'est le gaspillage, la surproduction, le gaspillage. Oui, Qu'est-ce qui oui, nous pousse à surproduire? Alors les marques, on comprend, hein, c'est l'appât du gain, et nous à surconsommer, ben, c'est les injonctions et à gaspiller, ben, c'est notre civilisation, la course folle, vers la nouveauté et le petit oui. moment de plaisir, qui dure, quoi? 5 secondes, 10 secondes, allez, une demi-journée. Oui, beh, c'est cette excitation de l'avidité. En fait, il y a une avidité qui est excitée par, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, la publicité, Ouais, comment on nous fait croire que, nous, on va être, ou plus heureux plus ou heureux, que ouais. cet article est indispensable, nous est indispensable ou l'attrait de la nouveauté. La Enfin, il y course a tout un folle des tas de petites, tendances, les injonctions, oui. les injonctions. Alors après tous ces constats, le livre offre heureusement des propositions avec le chapitre «Alors on fait comment?». Quelles sont les pistes, les plus porteuses selon vous? Parce qu'on a parlé un petit peu des nouvelles matières. Il y a les plateformes éthiques, il y a des applications qui donnent l'impact de vêtements de plus de 450 marques sur l'environnement, l'humain, la santé, les animaux. Il y a quand même des moyens que vous, répertoriez à la fin de ce livre qui permettent
un petit peu mieux consommer quand même et peut-être du coup, inciter à un petit peu mieux produire aussi? Oui, je pense que la 1re étape, pour, une meilleure consommation, en tout cas de la mode, c'est de faire le tri de ce qu'on a déjà. De regarder ce qu'on porte, ce qu'on ne porte pas, pourquoi on ne le porte plus? Est-ce que ce vêtement a besoin d'être réparé? Très important la réparation, on l'a déjà évoqué. La réparation, c'est facile, soit on le fait soi-même, soit on le donne à une boutique près de chez soi, il y en a de plus en plus et de toute façon, il y en a dans tous les quartiers. Une fois qu'on a, fait le tri de ces vêtements, alors il y a des pièces qu'on va avoir peut-être qui ne nous vont plus, mais qu'on va avoir envie de garder parce qu'on est attaché. Il faut pas oublier, le rapport émotionnel aux vêtements, c'est très important, et d'où les tous les systèmes de réparation qui reviennent, aujourd'hui. Mais une fois qu'on a fait ce tri et ben, il faut savoir que, ces vêtements, on peut les échanger déjà avec, des amis, des collègues, organiser des swaps, des vide dressing, soit dans sa rue, soit, avec ses oui, je dis ses amis, ses collègues au lycée, dans l'entreprise et cetera et là, il y a plus de question d'argent, hein. On arrive avec des vêtements qu'on ne porte plus, on repart avec des vêtements qui nous ont plu sur le portant et cetera. Bon, ça permet un moment convivial. Il faut jamais oublier la joie, hein, dans tout ça. Le bonheur, le plaisir d'être ensemble, d'échanger autour de ces vêtements et ou chaussures, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a pas que les vêtements. Ensuite, ce qui reste, ce qu'on ne va plus mettre, il ne faut jamais le mettre dans les poubelles. Il y a des filières de tri, il y aura toujours un moyen d'utiliser cette matière. Soit, en revente directe si le vêtement est en bon état, soit en recyclage, on parle de recyclage, bon c'est une filière qui est en devenir, mais, heu, donnons moins de la matière à cette filière et ensuite, ce qui ne pourra pas être, réutilisé et ben, on va en faire du chiffon, on va en faire de l'isolation pour les bâtiments et en dernière, au bout de la course de ces vêtements qu'on a triés et donnés dans les filières de tri, on pourra, les utiliser pour, créer de l'énergie pour, les villes qui utilisent ces vêtements dans leur, incinérateur et au milieu de tout ça, il y a les vêtements qui sont encore en bon état, mais pas pour le marché français de la seconde main et donc qui partent en Afrique. Voilà. Bah, ça, c'est un peu le cycle de la filière du tri. Donc ne jamais mettre même un vêtement très très abîmé, à partir du moment où il est propre et sec, il vaut mieux le mettre dans un bac de tri, qu'on trouve dans les rues, que dans la poubelle verte. D'accord. Je voulais aussi parler d'un petit point, qui quand même, nous laisse tous un peu perplexes, enfin beaucoup d'entre nous je crois, parce que lorsqu'on n'est pas expert soi-même, donc ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, on a tendance à se, référer aux labels, à faire confiance à ceux qui se prétendent plus, experts que nous et Mmh. qui nous proposent de faire un peu le tri pour nous. Mais vous alertez sur le fait qu'il y a de bons labels et des truands et vous dressez une liste des labels, fiables, donc je le mentionne aussi, hein, on peut trouver la liste de ces labels avec vous détaillez un petit peu, ce qu'ils font, mais c'est quand même difficile, je trouve, pour les consommateurs, d'acheter responsable, aujourd'hui. Oui, parce que il y a pléthore de labels, hein, il en est tous les Oui, jours, qui sont plus ou moins honnêtes, c'est pour ça qu'on dit les bons labels et les truands. Bon, c'était en référence au film oui, des années 70. C'était un petit clin d'œil, mais bien sûr, par exemple, je veux attirer l'attention des auditeurs sur ce label, BCI, Better Cotton Initiative, qui est un label qui soi-disant et qui est utilisé par des grandes marques, hein, comme étant, un meilleur coton et cetera, mais c'est pas du tout un meilleur coton. C'est un coton, qui, bah, déjà qui détruit, la possibilité d'avoir du coton bio, qui empêche d'avoir du coton bio et c'est un label qui utilise des pesticides et qui, utilise la même chaîne, de transformation que le coton conventionnel. Donc le BCI, non, c'est pas une bonne idée. Par contre, un label comme GOTS ou Ecotex, va assurer, la non toxicité
ou les bonnes pratiques sociales, dans les usines, mais c'est un label qui reste cher parce que c'est un label, qui doit être payé par les marques tous les ans, et qui ne peut pas être reconduit, enfin bref, donc ça reste, les petites marques n'ont pas forcément les moyens, même si elles Ah oui. sont ouais, même si elles utilisent des bonnes matières, elles ont pas forcément le moyen d'être labellisées. Oui, c'est important de le dire aussi parce que, quelquefois on croit que, si une marque n'a pas le label, c'est que voilà, c'est qu'elle ne le mérite pas. Alors qu'en fait, souvent il faut payer, derrière et quelquefois les marques n'ont pas les simplement les moyens d'investir, c'est pas leur priorité parce qu'ils arrivent juste à survivre ou ils sont Voilà. en début de parcours ou il y a eu des coups durs ou, Et ouais. c'est une des raisons aussi du coup de cette mode, plus responsable, plus éthique. Souvent, ces coûts-là sont répercutés évidemment sur le consommateur et ce qui fait que les produits sont plus chers aussi. C'est pas les seules raisons, mais, parce qu'évidemment, bah, Ça une ajoute. marque plus éthique, elle va aussi, mettre, moins d'argent dans la publicité, plus d'argent dans la fabrication, plus d'argent dans le plus local. Donc avec des coûts européens qui sont plus chers que des coûts asiatiques. Mais oui, oui, bien sûr, le coût est réparti sur, l'ensemble du produit et bon, Oui. Et vous citez aussi à la fin du livre et vous donnez des listes de sites qui, eux, ont fait le travail et du coup proposent des marques. Donc, on peut trouver des t-shirts, des pulls, des proposent des vêtements, qui viennent de marques qui répondent à, des critères assez exigeants en termes, justement de respect, de l'environnement, des droits humains. absolument. Il y a plusieurs, exemples, il y a aussi alors il y a des marketplaces, hein, des sites de e-commerce qui proposent, comme un magasin, propose une offre, par saison. Oui, Eux ont fait le travail de présélection des marques avec très scrupuleusement. Il y a aussi une marque, un label de confiance, Slow We Are, qui labellise des marques, françaises, donc de façon volontaire, avec plus de 250 indicateurs questions, pour leur octroyer ce label. Ça, c'est aussi des pistes pour trouver, des marques. oui. Et ils ont aussi un magazine où ils parlent de tous les problèmes de la chaîne textile, de l'industrie et les problèmes et les solutions parce ils sont très Un positifs. magazine papier là, vous Non, voulez un dire? magazine en ligne, et sur le En site même, ligne? oui. Ah oui. Il y a toute une partie magazine, oui, où ils reviennent sur plusieurs sujets. Donc avant de terminer, j'avais envie de vous demander parce que vous êtes engagés donc de différentes, manières, par différents angles pour, participer à faire évoluer cette production textile vers des attitudes plus responsables, plus éthiques, plus écologiques. Que vous inspire aujourd'hui votre parcours pour cette cause? Quel bilan faites-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il est teinté plutôt d'optimisme ou de découragement? Quel bilan? Moi, je dis toujours que je suis pessimiste optimiste. Alors c'est un peu banal de dire ça, hein, parce que bon, bah, pessimiste parce que la situation, elle est catastrophique, à tout point de vue. On parle, là, je parle du climat, mais je parle aussi des démocraties. Sans vouloir entrer dans l'aspect politique, mais quand même, on est dans une période très trouble et très troublée. Les crises financières qui arrivent, l'inflation à tout va, les problèmes de guerre dans le monde, enfin bref. Donc ça, c'est pas très encourageant. Ensuite, ben, optimiste bien sûr, puisque, ben, il faut se lever tous les matins pour continuer le combat. Et ça, j'aime bien Oui. terminer les entretiens là-dessus parce que, évidemment, bien sûr, ben, en bonne révolutionnaire, moi, je suis toujours là, droit dans mes bottes et je continue le combat. Et on n'est pas seul et on va finir par y arriver, mais ça va prendre du temps. Oui, ça va prendre du temps. Bon, mais on peut espérer que plus nous serons nombreuses, nombreux et plus la sensibilisation va se diffuser, les envies de s'engager vont se diffuser, Exactement, vont se exactement. Il faut engager les mettre en jeunes là, mouvement. il faut moi j'aime bien aller dans les collèges, les lycées, les écoles de mode, les écoles de commerce pour leur parler de tous Ah ces très bien. sujets, oui. Parce que c'est important. Ils sont conscients, mais bon, voilà. Et c'est pas forcément les plus jeunes sont peut-être les plus
les plus évolués, donc on a un espoir avec la génération qui arrive. Oui et puis c'est bien aussi qu'ils puissent entendre des lire un livre comme celui-ci justement ou, avoir des contenus qui sont pas juste des petites pastilles de 30 secondes ou 2 minutes, sur, Instagram, TikTok et compagnie parce que là, ça donne toujours, des visions très partielles et limitées, en Bien fait et là, sûr. on a besoin de visions d'ensemble parce qu'on voit bien que tout est lié et pour ça, il faut, aussi, pouvoir écouter et des personnes qui travaillent, sur ces sujets depuis longtemps et qui vont pas juste donner des petits faits sensationnels, qui incitent à se révolter, mais pas avoir une compréhension, plus globale des problèmes et ça, je pense que là, maintenant, ça devient urgent d'avoir une compréhension un peu plus globale On pour est travailler beaucoup, sur hein, les causes. on est beaucoup, Oui. hein, sur ces sujets-là, donc Voilà, je voulais vous demander avant de terminer, le livre donc est sorti, il y a presque un an, je crois. Est-ce que des choses ont déjà évolué depuis que vous souhaiteriez, mettre à jour, signaler, ben, depuis avril 2022, alors la loi AGEC, hein, qui a été, un peu, enrichie, qui va s'appliquer à d'autres secteurs que le vêtement. Il y a l'affichage environnemental qui est en discussion à la Commission européenne, qui n'est pas, enfin, pour le moment, qui est toujours en discussion, mais qui n'est pas forcément l'idéal, comme on peut voir le Nutri-Score qui n'est pas l'idéal en alimentation. La loi sur le devoir de vigilance dont on a parlé, voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des lois aux États-Unis aussi sur la toxicité. Audrey Millet qui a produit son rapport, pour la Commission européenne sur la toxicité dans les vêtements, là, en février. Là, on peut plus dire qu'on savait pas. On sait, c'est très grave, voilà. Au niveau de la démocratie, ben, quand on voit ce qui se passe au niveau des gouvernements, ben, il y a pas beaucoup d'espoir, hein, pour l'instant, à voir. Voilà, on est dans l'expectative, hein, et on est dans la rage aussi, hein. On est dans la rage de voir que les choses n'avancent pas alors qu'un peu de alors que toutes régulation. les tous tous les dégâts avancent? Oui. Oui, mais le problème, c'est toujours la même chose, on est encore régi par le capitalisme, donc tant qu'on restera sous cette coupe-là et qu'on ne partagera pas plus, qu'on ne mettra pas plus en place des choses, pour les communs, ça restera, et puis cette sacro-sainte croissance. La croissance, c'est complètement dépassé et décroissance ne veut pas dire, ne pas croître, mais c'est croître différemment, quoi. Croître dans le partage et croître heu, bah, peut-être un peu plus comment dire? Le mot m'échappe, le mot de la fin m'échappe. Hem, de générosité. Eh beh, oui, mais ça me semble tout à fait, approprié. On a besoin de nouveaux récits autour de tous ces sujets, oui, bien sûr. Et de relire ceux qui nous ont précédés sur ces sujets-là, évidemment, bien sûr. Bon ça c'est lisez, il en restera toujours quelque chose. Voilà. Donc je rappelle le titre de ce livre, Fashion Fake or Not, c'est chez Tana Éditions, donc par vous-même Catherine Doriac. Je vais donc Et mettre le Isabelle lien comme à Brockman, chaque fois et Isabelle Brockman. des éditions Tana donc. Je vais mettre le lien, comme d'habitude. Si vous souhaitez, tout de suite, acquérir ce livre ou le réserver dans une librairie à côté de chez vous, je vais vous mettre le lien direct, donc vous arriverez sur la page du livre et ensuite vous choisissez la librairie, voilà, où vous souhaitez, commander ou si c'est proche de chez vous, vous pouvez vous y rendre vous-même. Ça fait toujours du bien de passer dans une bonne librairie. Voilà. Merci beaucoup Catherine Doriac pour, tout votre parcours, pour le temps que vous nous avez consacré, pour toutes ces explications, pour ce très beau livre et pour vos combats et le fait d'être toujours, résistante. Merci Anne, au revoir. Au revoir, merci. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sosweetplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs
et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de Sous Suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.